Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Bien, en quelques mots avant d'aborder le débat, évidemment, de cette proposition de loi, avec quelques éléments liminaires pour rappeler, évidemment, que c'est dans le prolongement de la loi confiance dans la vie publique que nous sommes amenés à débattre ce matin, et dans le prolongement aussi de l'adoption le 24 mai dernier par l'Assemblée nationale de cette proposition de loi déposée à l'initiative des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Cette proposition de loi a mérité un travail d'objectivité et de distanciation, ce qui est aussi quelque chose à laquelle nous devons nous astreindre, puisque nous allons définir des règles, essayer de définir des règles dans un environnement évidemment complexe et touffu, au moment même où de nombreux nouveaux organismes extra-parlementaires sont dans les tuyaux, si j'ose dire, puisque même encore hier, nous l'évoquions en commission des lois ici au Sénat, avec la proposition de la création d'un haut conseil qui serait consacré au culte. Et puis aussi, autre débat que nous toucherons du doigt, mais par périphérie, qui est la question des comités Théodule, puisque vous savez que dans notre pays, c'est une question qui est souvent évoquée, ces comités très nombreux, créés au fil du temps et qui, parfois, dont on peut s'interroger sur leur légitimité ou leur utilité. Mais il était nécessaire, pour recadrer ce débat, revenir dans ce débat, de parler de la présence des députés et des sénateurs dans les différents organismes parlementaires. C'est d'abord une tradition républicaine. Les députés et les sénateurs participent aux travaux d'organismes extra-parlementaires, et c'est une tradition qui remonte au XIXe siècle, et on a essayé de regarder quelle était la plus ancienne de ces participations, et on a trouvé la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en 1816. Les organismes extra-parlementaires poursuivent trois objectifs principaux. Celui de renforcer le contrôle de l'action du gouvernement, c'est la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, on en a bien parlé ici, ou le Conseil de l'immobilier de l'État. L'amélioration de l'évaluation des politiques publiques, par exemple le Conseil d'administration de l'École nationale d'administration ou de l'Agence française de développement. Et puis permettre aussi aux organismes concernés de mieux appréhender les aspirations de nos concitoyens, l'Observatoire de la laïcité, le Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, par exemple. Et puis la participation des parlementaires à ces organismes extérieurs est soumise au contrôle déontologique des instances compétentes au sein de chaque assemblée, et rendue publique, cette participation ne donne lieu à aucune rémunération. Alors, le nombre d'organismes extra-parlementaires s'est multiplié dans le temps et de manière quasiment exponentielle depuis les débuts de la Ve République. 17 en 1958, 73 en 81, 147 en 2004 et aujourd'hui, alors on va diverger avec M. le ministre, mais ce n'est pas grave, un peu plus de 200, 202 selon nous, qui sont, suivant le périmètre qu'on prend, les organismes dans lesquels siègent des parlementaires. Les organismes parlementaires sont par nature tellement divers qu'il est quasiment impossible de les dénombrer, mais en tout cas d'en déterminer une typologie cohérente. Il y a des autorités administratives indépendantes, des établissements publics, des commissions consultatives, des comités de suivi de la loi, etc. etc. La situation actuelle, qui donne lieu à cette proposition de loi, pose trois difficultés. Elle accroît des contraintes déjà lourdes qui pèsent sur les agendas des députés et des sénateurs. Je ne reviendrai pas sur les débats de notre commission d'hier matin. Et au risque de pénaliser la participation des parlementaires aux travaux dans leur propre assemblée, séances plénières, commissions, délégations, structures temporaires créées pour le travail parlementaire dans cette maison. La situation laisse une grande marge de manœuvre au pouvoir réglementaire, puisque 40% des organismes extra-parlementaires ont été créés par décret, ce qui semble contradictoire avec le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs. Et en 2017, le précédent gouvernement a même nommé un sénateur dans l'instance nationale du supportérisme sans l'accord préalable de l'Assemblée à laquelle il appartenait. Et puis cette situation présente des règles de nomination totalement disparates, selon lesquelles les sénateurs membres d'un organisme extra-parlementaire sont désignés directement par les commissions permanentes ou en séance publique sur proposition des commissions ou alors par le président du Sénat. En mars 2015, le Bureau et la Conférence des présidents ont approuvé les préconisations de nos collègues Roger Karoutchi et Alain Richard, ici présents, pour limiter la dispersion des sénateurs dans différents organismes afin d'encourager leur participation effective aux travaux du Sénat. En octobre 2016, le président du Sénat a refusé de désigner des sénateurs pour siéger dans différents organismes extra-parlementaires de nature réglementaire. Et en septembre 2017,
le Sénat adopte un amendement du président de la commission des lois, président Bas, lors de l'examen du projet de loi organique pour la confiance dans la vie politique. Je m'en souviens très bien. Un principe à la fois clair et respectueux de la séparation des pouvoirs est désormais énoncé à l'article 145 de la loi organique, donc article 145 du Code électoral. À compter du 1er juillet 2018, seule une loi peut prévoir la présence d'un député et d'un sénateur dans un organisme extra-parlementaire. Ça dit, il faut aussi pour l'avenir, naturellement, pour les nouvelles créations qui pourraient venir du Parlement, mais surtout du gouvernement. À titre transitoire, les parlementaires nommés avant cette date dans un organisme extra-parlementaire de nature réglementaire peuvent continuer à y siéger pour la durée pour laquelle ils ont été désignés. Cette proposition de loi poursuit trois objectifs. Avant cela, en mars 2018, le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale ont déposé 2 propositions de loi identiques. C'est l'objet de ce texte. Et donc, 3 objectifs. Le premier, rationaliser les procédures de nomination des députés sénateurs dans les OEP, organismes extra-parlementaires, garantir leur présence dans les structures où elle paraît justifiée et supprimer, ça fera sans doute l'objet de débats entre nous, lorsque cette justification a cessé. Sur le premier objectif, qui est la rationalisation des procédures de nomination des députés et sénateurs dans les organismes extra-parlementaires. Les membres d'un organisme extra-parlementaire seraient désormais nommés par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat, sauf dispositions législatives contraires. Des règles uniformes seraient fixées pour ces nominations pour respecter naturellement un principe constitutionnel de parité entre les femmes et les hommes. De même, se pose la question d'un principe très important qui est celui du pluralisme politique qui serait désormais consacré dans la loi. Sauf exception, la désignation de suppléants au sein des organismes extra-parlementaires serait implicitement supprimée. Deuxième objectif, pour garantir la présence des parlementaires dans les structures où elle apparaît justifiée. La présence de parlementaires serait garantie dans 33 organismes extra-parlementaires relevant aujourd'hui du pouvoir réglementaire. Le Conseil national de l'habitat, le Conseil national de l'industrie, le Conseil d'orientation pour l'emploi, par exemple. De même, la proposition de loi tend à maintenir la présence de parlementaires dans 33 organismes déjà créés par la loi, dont la composition relève aujourd'hui du domaine réglementaire, par renvoi à un décret. Conseil supérieur de l'énergie, Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires. Troisième objectif, supprimer la présence de parlementaires dans des organismes où il n'est plus justifié qu'ils y soient, en tout cas selon la proposition de loi ou selon en fonction des amendements qui vous seront proposés tout à l'heure. Le texte transmis au Sénat prévoit la suppression de la présence de parlementaires dans 28 organismes extra-parlementaires, dont 9 prévus par la loi et 19 prévus par une disposition parlementaire. Ces suppressions sont le plus souvent justifiées par la faible activité, voire l'absence d'activité de ces organismes, Commission nationale de l'aménagement, de l'urbanisme et du foncier ou la conférence de la ruralité. Au final, le texte adopté par l'Assemblée nationale prévoit la présence de députés et de sénateurs dans 175 organismes extra-parlementaires contre 202 actuellement. Concernant la position qui va être la mienne pour l'adoption de cette proposition de loi, c'est de renforcer, de poursuivre les efforts de rationalisation concernant la présence des parlementaires dans différents organismes. Alors ça vaut pour l'examen de cette proposition de loi, mais naturellement ça vaudra dans l'avenir, chaque fois que la question se posera, pour qu'on essaye d'avoir le même travail, je disais, de distanciation et d'objectivité sur ces questions-là. Il faut continuer évidemment à poursuivre les concertations, ce que j'ai tenu à faire. Depuis plusieurs mois, ça a été engagé évidemment par le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale. Ça a été fait avec les services de la Commission à l'égard de l'ensemble des organismes extra-parlementaires, comme à l'égard des présidents de commission du Sénat, comme des présidents du groupe. Nous avons reçu 80 réponses des organismes extra-parlementaires et dans la plupart des cas, il nous a été répondu que la présence des députés comme des sénateurs était fortement appréciée, notamment eu égard à l'expertise politique et territoriale qu'ils apportent. Alors, ça fait sourire, parce qu'on pourrait dire que la question venant du Sénat, on pourrait se dire que la réponse était quasiment téléphonée. En réalité, ce n'est pas tout à fait le cas, puisque les réponses sont argumentées et elles justifient organisme extra-parlementaire par organisme parlementaire, dans bien des cas, la présence de certains de nos collègues dans ces organismes. Et puis, il faut aussi, avant le 1er juillet, avoir un texte qui soit promulgué et permettre de garantir donc la présence de nos collègues dans ces organismes parlementaires.
On va aussi permettre de proposer la simplification des règles de nomination dans les organismes extraparlementaires et puis apporter des règles, je crois que c'est le premier débat qui va arriver, sur la parité et le pluralisme. Je vous proposerai ce matin de nouveaux efforts de simplification, notamment en supprimant le plus possible les renvois au pouvoir réglementaire et en abrogeant des dispositions devenues obsolètes. L'Assemblée nationale a souscrit à la volonté de rationalisation des organismes parlementaires sans toutefois l'approfondir. Elle a maintenu 7 organismes extraparlementaires supplémentaires, l'Observatoire des moyens de paiement, le Conseil national des professions du spectacle, et en a supprimé 4. Ces 4 suppressions correspondent en outre à des organismes extraparlementaires qui ont vocation à se reconstituer à l'occasion de prochains projets de loi. Conseil national du sport, Conseil national de l'insertion par l'activité économique. Certes, ces efforts de rationalisation sont difficiles à mettre en œuvre et lors de mes travaux, j'ai pu constater l'attachement des parties prenantes à la présence de parlementaires au sein d'organismes extérieurs, même lorsque ceux-ci ne sont pas réunis depuis plusieurs années. J'ai même entendu cette phrase qui consiste à dire « c'est pas parce qu'ils ne se réunissent pas qu'ils sont inutiles ». Je vous laisse apprécier et faire votre jugement sur la portée philosophique de cette assertion. Néanmoins, nous devons poursuivre donc des efforts de rationalisation pour au moins 2 raisons. Je l'évoquais en propos liminaire, pour limiter la dispersion des parlementaires dans différents organismes et favoriser la participation effective aux travaux de leur assemblée. Et puis éviter au maximum de pérenniser dans la loi des commissions administratives consultatives qui avaient en tout cas vocation à être supprimées par le gouvernement. Seule la présence des parlementaires dans les commissions consultatives les plus essentielles doit être maintenue pour éviter un nouvel empilement de structures administratives. Lors de la présentation de mes amendements, je proposerai donc de supprimer la présence de parlementaires dans 13 structures, par exemple le comité de suivi de la loi de refondation de l'école de la République, sous la précédente législature, ou de l'Observatoire national du service public de l'électricité et du gaz. Dans la plupart des cas, il ne s'agit pas de supprimer des organismes mis en place par le pouvoir réglementaire, dont la majorité pourront continuer à se réunir sans députés ni sénateurs, mais de mettre fin à la présence de parlementaires dans ces organismes, où il apparaît qu'elle n'est pas ou plus nécessaire. Cette position ne m'empêche pas, au cas par cas, selon des conditions très strictes, d'examiner l'opportunité de créer ou de maintenir des organismes extraparlementaires supplémentaires, comme je vais le proposer pour le Conseil national de l'air. De même, il convient de prévoir la présence de suppléants lorsque cela s'avère strictement nécessaire pour leur conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, la Commission nationale de l'évaluation des politiques de l'État, Outre-mer, etc. Enfin, je proposerai la suppression d'organismes extraparlementaires de niveau législatif qui est pour l'entrée en vigueur, non pas en 2022, mais immédiatement, dès le lendemain de la publication de la loi, afin de supprimer, dans les meilleurs délais, des structures devenues inutiles ou obsolètes. Voilà, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, les observations que j'avais à faire de manière liminaire. Je vous remercie, Monsieur le rapporteur. C'est un dossier, et cela apparaît dans votre exposé, qui est en réalité assez complexe, parce qu'il faut se plonger dans les missions d'une grande variété d'organismes pour pouvoir apprécier le bien fondé de la participation de parlementaires à ces organismes. Et je remercie donc tout particulièrement notre rapporteur qui a fait ce travail qui, au prime abord, pouvait lui paraître austère, mais qui lui a donné un champ de vision sur l'ensemble de ces organismes qui, je crois, était en effet intéressant. Monsieur le